Chers étudiants, bonjour. Le cours d'aujourd'hui porte sur la régulation du milieu intérieur. Comme vous le savez, chez les animaux métazoaires évolués, toutes les cellules de l'organisme baignent dans un milieu liquidien, dans un compartiment liquidien qui s'appelle le milieu intérieur. Ce milieu intérieur s'interpose entre le milieu environnant et les cellules. L'organisme vivant échange d'une façon continue beaucoup de matière entre son environnement. Et voilà, il y a des aliments qui parviennent par la voie digestive au niveau cellulaire, et il y a l'oxygène aussi qui nous parvient de l'environnement pour... Chers étudiants, bonjour. Le cours d'aujourd'hui porte sur la régulation du milieu intérieur. Chez les animaux métazoaires évolués, toutes les cellules de l'organisme se trouvent encerclées d'un milieu qu'on appelle le milieu intérieur. C'est un milieu qui s'interpose entre les cellules de l'organisme et le milieu environnant. L'organisme vivant, il échange beaucoup de matière avec son environnement. Il y a des nutriments qui nous viennent par la voie digestive, qui contiennent les acides aminés, le sucre, le glucose, etc. Et il y a aussi l'oxygène qui nous vient par les voies respiratoires. Ces éléments vont passer au niveau des cellules et ils vont être métabolisés. Et ces cellules, à leur tour, elles vont produire d'autres substances, telles que les déchets azotés, le CO2, et ces derniers vont être éliminés vers le milieu environnant. Ce qu'on va voir, quelles sont les forces qui permettent le déplacement de ces solutés depuis l'environnement jusqu'aux cellules et des cellules vers l'environnement. Quelles sont les forces physiques ou physico-chimiques qui permettent le déplacement de ces solutés. Alors, pour être simple, on va essayer de raisonner en deux parties. Tout d'abord, on va voir ce qui se passe avec les substances gazeuses. Ensuite, on va voir avec les autres substances minérales et hydriques. Pour les gaz, nous avons ces deux gaz, l'oxygène et le CO2, qui sont des petites molécules qui peuvent diffuser très facilement, mais ils peuvent diffuser sous certaines conditions, sous les pressions qu'on appelle une pression partielle d'un gaz. Qu'est-ce que c'est une pression partielle d'un gaz? Vous savez que ces deux solutés, ces deux gaz, ils sont solubles dans l'air, ils sont solubles aussi dans les liquides. Leur solubilité dans l'air dépend de certains paramètres, d'une équation, ou la loi de Dalton. La loi de Dalton, qu'est-ce qu'elle dit? Que la pression barométrique est égale à la somme des pressions partielles d'un gaz. Autrement dit, l'équation peut s'écrire autrement, c'est-à-dire que la pression partielle d'un gaz est égale à la pression barométrique multipliée par la fraction de ce gaz dans l'air. Dans l'air, au niveau de l'atmosphère, nous avons trois gaz. Nous avons l'azote avec une fraction de 78%. Nous avons l'oxygène avec une fraction de 21%. Et nous avons un tout petit peu de CO2 avec 0,03%. Ça, c'est la fraction de ce gaz. Si nous prenons le cas d'un gaz comme l'oxygène et on veut calculer la pression partielle de l'oxygène, on va avoir la PO2 est égale à la pression barométrique
la pression barométrique qui est de 760 mm de mercure, multipliée par la fraction de ce gaz, qui est égale à 160 mm de mercure. Mais ceci dans des conditions où la pression barométrique est, dans des conditions où l'air est sec. Mais si l'air est humide, cette équation va être modifiée un tout petit peu. On va soustraire la pression de la vapeur d'eau, qui est égale à moins 47, multipliée par la fraction. Si on prend ici l'oxygène, la pression barométrique de 760 mm de mercure, et là, on peut calculer cette pression partielle de l'oxygène dans un milieu où la pression de vapeur d'eau est de 47 mm de mercure. Ça va changer un tout petit peu. On va avoir 760 moins la pression de vapeur d'eau multipliée par la fraction de l'oxygène, ce qui nous donne une pression partielle d'oxygène qui est égale à 150 mm de mercure. Pour ce qui est la solubilité de ces gaz dans le liquide, dans ces conditions, ce gaz il va obéir à la loi d'Henry. La loi d'Henry qui dit que mx, c'est la quantité de ce gaz dans ce liquide, est égale à alpha x, le coefficient de solubilité, multiplié par la pression partielle de ce gaz, sur 760, multiplié par le volume dans lequel elle se trouve. Voilà ce qui concerne la solubilité de ces gaz. Concernant maintenant, en parlant du gaz, quand je fais une inspiration, je ramène de l'oxygène vers les poumons, donc vers les alvéoles, et là, au niveau des alvéoles, les alvéoles qui sont irrigués, qui sont vascularisés au niveau des alvéoles, il y a du sang qui arrive, du sang qui est riche en CO2, et en contact avec ces alvéoles, le sang qui est riche en CO2, donc la PCO2 est élevée, et ici, au niveau des alvéoles, la pression de CO2 elle est nulle, elle est presque nulle, et le CO2 va passer des capillaires vers les alvéoles. Pour ce qui est l'oxygène, puisque je fais une inspiration, la pression partielle est élevée et au niveau des alvéoles. Par contre, au niveau du sang, qui est en bleu ici, la PO2 elle est faible, elle va passer, cet oxygène va passer selon le gradient de pression, c'est-à-dire des alvéoles vers les capillaires. Et c'est de cette façon que ces deux gaz vont diffuser à travers l'organisme. Concernant les autres solutés et le liquide, l'eau, là, on va tout d'abord voir ce qui se passe au niveau tissulaire. Au niveau tissulaire, chaque tissu et toutes les cellules de l'organisme sont irriguées. Il y a du sang qui arrive, ici au niveau d'un tissu ici, et là, nous avons du sang qui arrive au niveau des capillaires, et ces capillaires ont certaines caractéristiques, ils sont fenestrés, c'est-à-dire il y a des petits pores au niveau des petites ouvertures, au niveau de ces capillaires. Et le sang qui passe ici, il se trouve dans un capillaire, et donc cette eau, ou ce sang qui est un liquide, va exercer une pression qu'on appelle une pression hydrostatique capillaire. Une pression hydrostatique capillaire qui va pousser, donc qui va aller dans ce sens. Et on va prendre arbitrairement ce sens comme positif. Et c'est là, on l'appelle la pression hydrostatique capillaire. Au niveau
du liquide interstitiel qui entoure les cellules, nous avons de l'eau. Et cette eau aussi va exercer une pression hydrostatique qu'on appelle la pression hydrostatique interstitielle. La pression hydrostatique interstitielle. Voilà. Et on va la prendre comme négative, la pression hydrostatique interstitielle. Il y a aussi, au niveau des capillaires, vous avez des protéines, des grosses molécules qui ne peuvent pas traverser, qui ne peuvent pas passer par ces pores. Donc, ils vont rester ici. Et ces protéines exercent une certaine pression qu'on appelle la pression oncotique. Et c'est une pression qui fait attirer de l'eau et qui est dirigée, si vous voulez, dans ce sens. Qui est dirigée dans ce sens. Et là, c'est une pression oncotique au niveau capillaire. Si on prend ces trois forces, si on prend la résultante de ces trois forces, ça va nous donner une force qui est dirigée dans ce sens, une force positive, puisque celle-là, elle est très élevée, elle est de l'ordre de 40 mm de mercure, et celle-là, elle est de l'ordre de 25, et celle-là, elle est de l'ordre de 5 mm de mercure. Si on fait la résultante, on va trouver une force qui va dans ce sens, Et cette force, ça s'appelle la force de filtration. La force de filtration. Elle va entraîner tout ce qui est soluté, tout ce qui est eau, sauf les protéines de poids moléculaire élevé. Toutes les molécules de faible poids moléculaire, elles vont passer de ce côté. Et cette force qu'on appelle la force de filtration, cette force de filtration est égale à la pression hydrostatique capillaire plus la pression hydrostatique interstitielle plus la pression oncotique. De ce côté, du côté artériolaire, nous avons ce qu'on appelle une filtration. Il y a un passage d'eau et des solutés. De l'autre côté, on va voir pour ce qui est la pression hydrostatique capillaire. La pression hydrostatique capillaire, elle va chuter énormément parce qu'il y a une perte d'eau, il y a une sortie d'eau de ces capillaires et cette pression hydrostatique, elle va se trouver diminuée. Par contre, pour ce qui est la pression oncotique, elle ne va pas changer puisque les mêmes molécules qu'on avait ici, la même quantité de protéines qu'on avait, on va la retrouver de ce côté. La pression hydrostatique interstitielle, elle ne va pas changer parce que l'eau qui est passée du côté capillaire vers l'interstitium est déjà consommée par les cellules. Ce qui fait cette pression hydrostatique interstitielle, elle aussi, ne va pas changer. Donc, on va avoir ici la pression hydrostatique interstitielle et on va avoir la pression oncotique. Quand on fait la résultante de ces trois forces, on va trouver une force qui va dans ce sens, c'est-à-dire le retour du filtrat vers les capillaires. Et ça, c'est ce qu'on appelle la réabsorption. La réabsorption. Voilà. Regardez dans ce schéma ici, nous avons cette évolution de la pression ou des différentes pressions le long d'un capillaire. Vous avez la pression hydrostatique qui chute, qui passe de 35 à 15 mm de mercure. Par contre, la pression oncotique et la pression hydrostatique interstitielle vont rester constantes. Ce qui fait
que la résultante, on va avoir deux résultantes, une au niveau artériolaire qui va des capillaires vers l'espace interstitiel, et du côté vénule, ça va de l'espace interstitiel vers les capillaires. Concernant maintenant la diffusion des gaz au niveau de la membrane cellulaire. Au niveau de la membrane cellulaire, ces gaz vont diffuser selon le gradient de concentration. C'est là, depuis l'espace où la pression partielle est élevée vers l'espace où la pression partielle est faible. Pour ce qui est des autres solutés, nous prenons l'eau. L'eau, la loi qui fait bouger l'eau, c'est la loi d'osmose. L'eau va se déplacer en fonction de la pression osmotique. Pour les autres solutés, il y a différentes formes de fusion. Il y a la diffusion simple, la diffusion facilitée, qui se fait selon le gradient de concentration, la diffusion facilitée lorsqu'il y a un transporteur, le transport actif quand il se fait contre le gradient de concentration, et la phagocytose quand il s'agit des molécules de grande taille. Voilà, en résumé, ce qui se passe. Vous avez l'organisme ici, et vous avez des apports d'oxygène et de nutriments, et vous avez des pertes. Mais cet organisme doit rester constant. Alors, et il y a différents flux qui vont arriver. Il faut qu'il y ait quand même une certaine régulation de ces flux. Il faut qu'il y ait une certaine répartition de ces apports et de ces éliminations. C'est pourquoi il y a des systèmes qui permettent le maintien de la constance biologique de l'organisme. Ces systèmes régulateurs sont de trois types. Il y a le système nerveux qui a un effet rapide, et il y a le système endocrinien qui a un effet long, et il y a le système immunitaire qui joue le rôle de protecteur ou de défense de l'organisme. Pour le système nerveux, nous avons ici, sur cette image, l'encéphale et la moelle épinière, plus ce filet nerveux. Et ce filet nerveux va se diriger vers toutes les cellules, vers tous les organes pour les innerver. Mais on peut subdiviser ce système nerveux en deux parties. Il y a deux systèmes, si vous voulez, un système sympathique et un système parasympathique. Comme vous le voyez ici, le système sympathique, il est médié par une substance qu'on appelle l'adrénaline, qui a un effet vasoconstricteur. Le système parasympathique, il est médié par l'acétylcholine, qui est un élément vasodilatateur. Ces deux systèmes, ils jouent sur la contraction, et si vous voulez, l'ouverture et la fermeture des vaisseaux. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à réguler le débit de perfusion des organes, en jouant sur l'activité motrice, la vasoactivité des vaisseaux. Ils peuvent être plus larges ou plus réduits. Le système endocrinien, il y en a de deux types. Il y a les 8 glandes endocrines qui sont l'hypothalamus, l'hypophyse, la surrénale, les glandes, les gonades, les thyroïdes, la parathyroïde, l'épiphyse et le thymus. Les organes endocriniens, nous avons le pancréas, l'estomac, l'intestin, le foie, les reins et le cœur. Commençons tout d'abord par la neurohypophyse ou la post-hypophyse. C'est au niveau du cerveau. Cette post-hypophyse libère deux hormones, l'ADH pour la régulation de l'eau et l'ocytocine pour la régulation, pour les muscles lisses de l'utérus et des glandes mammaires. Pour la post-hypophyse ou l'hypophyse postérieure, là, il y a toute une série d'hormones qui permettent, qui peuvent agir soit au niveau de l'os, soit au niveau des ovaires, soit au niveau des testicules, etc., et au niveau des seins.
Les glandes surrénales synthétisent trois substances. Nous avons le glucocorticoïde, comme le cortisol, les minéralocorticoïdes, comme l'aldostérone, et l'adrénaline et la noradrénaline. L'ovaire libère l'oestrogène et la progestérone. Les testicules synthétisent ce qu'on appelle la testostérone ou l'hormone mâle. La thyroïde, elle synthétise certaines hormones comme T1, T2, T3 et T4. La parathyroïde synthétise la parathormone qui intervient dans la régulation du phosphate et du calcium. Et le thymus qui synthétise la thymopoïétine et la thymosine. Les 6 autres organes, nous avons le pancréas qui donne l'insuline et le glucagon, l'estomac qui donne la gastrine, l'intestin qui sécrète la sécrétine, le foie, la bile, les reins, la rénine et le cœur qui synthétise le facteur natriurétique. Et enfin, le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est un système formé par des cellules qui sont là pour protéger la cellule contre tout corps étranger qui pénètre l'organisme. Il va être soit phagocyté, soit détruit, comme les éléments pathogènes qui peuvent s'infiltrer au niveau de l'organisme. C'est un système qui permet la protection de l'organisme. Et ça sera tout.
Chers étudiants, bonjour. Le cours d'aujourd'hui porte sur la régulation du milieu intérieur. Comme vous le savez, chez les animaux métazoaires les plus évolués, les cellules de l'organisme se trouvent dans un milieu, donc se trouvent entourées d'un milieu qu'on appelle le milieu intérieur. Et ce milieu intérieur, c'est un compartiment liquidien qui s'interpose entre les cellules de l'organisme et l'environnement. C'est un milieu liquidien qui est formé par le liquide interstitiel et le liquide plasmatique. L'organisme, il échange beaucoup de choses avec son environnement. Il y a des éléments qui sont nécessaires pour le développement des cellules, comme les nutriments, comme l'oxygène. Ces éléments nous parviennent par deux voies. Les nutriments par la voie digestive et l'oxygène par la voie respiratoire. Et ces éléments vont au niveau des cellules, là où ils seront métabolisés. Ces cellules, elles vont produire des déchets azotés et du CO2 qui vont être éliminés par la suite. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer d'expliquer, de donner des explications comment se fait le mouvement de ces solutés. Quelles sont les forces physico-chimiques qui permettent le déplacement de ces solutés. Et là, on va séparer les choses en deux. On va parler tout d'abord de l'oxygène et le CO2, ensuite on parlera du reste. Pour l'oxygène et le CO2, ces gaz, ce sont des petites molécules de petite taille qui peuvent diffuser très facilement à travers les différents compartiments. Seulement, leur déplacement dépend de ce qu'on appelle la pression partielle de ces gaz. Qu'est-ce que c'est une pression partielle d'un gaz? Le CO2 et l'oxygène, ce sont des gaz qui sont diffusibles dans l'air et dans les liquides. Dans l'air, il y a une loi qui commande la diffusion de l'oxygène dans l'air, c'est la loi de Dalton, qui dit que la pression barométrique est égale à la somme de la pression partielle des gaz dans une atmosphère. On peut aussi écrire la formule autrement. La pression partielle d'un gaz est égale à la pression barométrique multipliée par la fraction de ce gaz dans l'air. Et ceci, par exemple, dans des conditions où l'air est sec, il n'y a pas de vapeur d'eau. S'il y a de la vapeur d'eau, on peut supprimer cette pression de vapeur d'eau en modifiant cette équation pour avoir Px est égal à Pb moins 47, c'est-à-dire la pression de la vapeur d'eau maximale, multipliée par la fraction de ce gaz. Dans l'air que nous avons autour de nous, les différentes fractions que nous avons l'azote qui représente 78%, une fraction de l'azote. Nous avons l'oxygène qui représente 21%, la fraction d'oxygène, et nous avons un tout petit peu de CO2 qui est égal à 0,03%, qui est pratiquement négligeable. Je peux donner un petit exemple pour la pression partielle de l'oxygène au niveau de l'eau de mer. Là, par exemple, dans les conditions où l'atmosphère est sèche, on va avoir la pression barométrique de 760 mm de mercure multipliée par la fraction de l'oxygène dans l'air qui est égale à 0,21, ce qui nous donne 160 mm de mercure. Si on est dans une atmosphère où il y a de la vapeur d'eau, on va avoir 760 moins 47 multiplié par 0,21 et là on va avoir une pression barométrique, une pression partielle d'oxygène qui est égale à
à 150 mm de mercure. Pour ce qui est la diffusion des gaz dans les liquides, là, il y a une autre loi, il y a une autre équation qui permet le calcul de ce gaz dans le liquide. C'est la loi d'Henry. La loi d'Henry. La loi d'Henry, elle dit que mx, c'est la quantité de ce gaz soluble dans un liquide, est égale à alpha, c'est le coefficient de solubilité de ce gaz, multiplié par la pression partielle de ce gaz dans le liquide, multiplié par le volume, le tout sur 760 mm de mercure. Bon, voilà les caractéristiques de diffusibilité de ces deux gaz. Alors, nous avons de l'oxygène qui nous vient de l'extérieur quand on fait une inspiration. Je ramène de l'oxygène au niveau des poumons, donc au niveau des alvéoles, et la pression partielle de l'oxygène au niveau de l'alvéole, elle augmente quand il s'agit d'une inspiration. Alors, en ce moment, ces alvéoles qui sont irriguées, qui sont vascularisées et irriguées par du sang, le sang qui arrive en premier au niveau du sang des artères pulmonaires, qui est riche en CO2 et pauvre en oxygène, il va libérer, il va faire passer le CO2 vers les alvéoles et l'oxygène va passer dans le sens inverse, et ceci selon le gradient de pression partielle. Selon le gradient de pression partielle. Nous avons fini avec tout ce qui est gaz. Nous allons passer vers l'autre partie. Là. ما عنديش فيها بزاف. تقلع هادو هذا فوالا انا قلت كان عندي الوقت. انا ملي كنت هكا قلت انا عندي الوقت، قلت معليش نعاودها سسرا بوكو ما كان عندي فيها بوكو تفوت، ولكن قلت معليش نعاود. لا يعني ماشي من الديبي وانت كتهضر حتى لدابا ولا تعاود من جديد. لا ما عنديش فيها، ما وصلتش انا جست تعرف شي بالضبط راني درت فيها ما وصلاش. صافي غير كمل نزافون فيني. Nous avons fini avec tout ce qui est gaz et on va essayer de passer pour voir le mouvement des autres solidités et les liquides à travers ces... Là, vous savez que toutes les cellules de l'organisme et tous les organes sont irrigués. Et le sang arrive par des artères et des artérioles. Et là, nous avons le côté artériolaire. Nous avons le côté artériolaire. Et le sang arrive par ici. Ensuite, il va passer là, vers le côté veineux. Le côté veineux. Et il va délivrer des substances, les nutriments, le gaz, etc., aux cellules. Les cellules vont métaboliser ces nutriments et ces gaz, et ils vont remettre les déchets ici. Quelles sont les forces qui permettent ce mouvement? Nous avons, au niveau artériolaire, nous avons du sang ici, dans ces capillaires. Et le sang, c'est un liquide. Et un liquide, quand il se trouve dans une enceinte, il va exercer une pression sur la paroi de cette enceinte qui s'appelle la pression hydrostatique. Donc ici, à ce niveau, nous avons une pression hydrostatique capillaire que l'on peut dire qu'elle est égale à 40 mm de mercure. Et cette force, elle est dirigée vers l'extérieur ici, et on va considérer que dans ce sens, c'est le sens positif. Le liquide existe aussi au niveau de l'espace interstitiel.
Et ce liquide, il va lui aussi exercer une pression hydrostatique sur la paroi de ces capillaires. Et cette pression, elle va aller dans le sens contraire, mais elle est petite. Elle est petite. Elle est égale à peu près à 5 mm de mercure. La pression hydrostatique interstitielle, elle est de l'ordre de 5 mm de mercure. 5 mm de mercure. Une chose que j'ai oublié de dire, c'est que ces capillaires présentent des petites ouvertures. C'est-à-dire qu'on peut dire que les capillaires sont fenestrés. Et cette force-là, elle va faire ce passage-là, donc cette force-là, elle va essayer de faire passer de l'eau et des solides. Sauf les grosses molécules qui ne peuvent pas passer. Donc nous avons les grosses molécules comme les protéines qui... Ah là, la calière. Ah là, là. Chers étudiants, bonjour. Le cours d'aujourd'hui porte sur la régulation du milieu intérieur. Vous savez que tous les animaux métazoaires évolués possèdent des cellules les cellules de ces... Non. Chers étudiants, bonjour. Vous savez que chez les animaux métazoaires évolués, les cellules de l'organisme sont entourées par un milieu liquidien, un compartiment liquidien qui s'appelle le milieu intérieur. Et l'organisme chez ces animaux échange beaucoup d'éléments, beaucoup de composés avec son environnement. Il y a les nutriments ou l'alimentation qui nous parviennent par la voie digestive. Il y a l'oxygène qui nous vient par la voie respiratoire. Et ces nutriments et cet oxygène vont se déplacer jusqu'aux cellules, là où ils seront transformés, métabolisés par les cellules. Et les cellules, à leur tour, elles vont produire des déchets azotés, le CO2, etc., qui vont être éliminés au niveau des reins. Là, ce que on va essayer de voir, c'est de savoir quelles sont les forces qui sont responsables du déplacement de ces solutés. Et là, on va parler sur deux parties. Tout d'abord, on va
s'intéresser aux solutés gazeux, l'oxygène et le CO2. Ensuite, on parlera des autres éléments. Pour les gaz, le CO2 et pour le gaz, le CO2 et l'oxygène, ce sont des petites molécules qui diffusent très facilement à travers les différents compartiments, à travers les différentes parois et les différentes membranes. Mais leur solubilité dans le gaz ou dans l'air ou dans l'eau dépend de certains paramètres. Et la solubilité des gaz, l'oxygène et le CO2 dans l'air respecte bien la loi de Dalton. La loi de Dalton, qu'est-ce qu'il dit? Que la pression barométrique est égale à la somme de la pression partielle. Chers étudiants, bonjour. Le cours d'aujourd'hui porte sur la régulation du milieu intérieur. Chez les animaux métazoaires évolués, les cellules de l'organisme se trouvent entourées d'un milieu qu'on appelle le milieu intérieur. C'est un compartiment liquidien qui s'interpose entre les cellules et le milieu environnant. L'organisme chez ces animaux échange beaucoup de choses avec son environnement. Il y a tout ce qui est nutriments qui vient de l'extérieur et qui va passer jusqu'aux cellules. Il y a l'oxygène aussi qui vient de l'extérieur et qui va passer au niveau des cellules. Ces éléments ou ces composés vont être transformés et métabolisés par les cellules. Les cellules, à leur tour, vont produire des déchets azotés et du CO2 qui vont être expulsés ou éliminés, qui vont passer vers l'extérieur. Ce qu'on va essayer de voir, comment peut-on expliquer le déplacement de ces solutés, soit les nutriments ou les solutés gazeux? Quelles sont les forces qui sont responsables de ce mouvement? Et là, on va s'intéresser tout d'abord à tout ce qui est gazeux. Et là, nous avons deux gaz, l'oxygène et le CO2. Pour ces gaz, ce sont des petites molécules qui obéissent à certaines lois. La diffusion de ces gaz dans l'air dépend de la loi de Dalton. La loi de Dalton, qu'est-ce qu'elle dit? Que la pression barométrique est égale à la somme des pressions partielles des gaz qui se trouvent dans cette atmosphère. On peut exprimer cette équation d'une autre façon. Px est égal à la pression barométrique multipliée par la fraction de ce gaz dans l'air. Dans l'air, ici, il s'agit d'un air qui est sec, on applique cette équation. Si l'air est humide, on doit soustraire cette pression exercée par l'humidité. Et là, on va avoir Px est égal à Pb moins 47 multiplié par la fraction. Dans l'air, nous avons trois gaz. Nous avons l'azote qui représente une fraction avec une fraction d'azote qui est égale à 78%. Il y a l'oxygène, la fraction d'oxygène, elle est de 21%. Et la fraction de CO2 qui est vraiment négligeable, qui est égale à 0,03%. Là, on peut faire une application pour la pression partielle d'oxygène dans l'air. Dans l'air sec, nous allons avoir PO2 est égal à 760 multiplié par 0,21 est égal à 160 mm de mercure. S'il s'agit d'un air qui est humide, on va avoir la PO2 est égale à 760 moins 47 multiplié par 21. Et là, on va avoir une pression partielle de 150 mm de mercure. Dans l'eau, il y a une autre équation qui gère ça. Dans l'eau, nous avons
l'équation suivante, c'est la loi d'Henry. La loi d'Henry, qu'est-ce qu'elle dit? Nous avons mx, la quantité de gaz, est égale à alpha x multiplié par la pression partielle de ce gaz divisé par 760 multiplié par le volume. Et comme ça, on peut déduire la pression ou la quantité de gaz dans un liquide. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand l'oxygène passe au niveau des poumons, quand on fait une inspiration, l'oxygène va passer au niveau des poumons et plus exactement au niveau des alvéoles. Là, la quantité d'oxygène va être très importante, donc la pression d'oxygène va être très importante par rapport à celle qui se trouve au niveau du sang non oxygéné. Et comme ça, l'oxygène va passer selon le gradient de pression partielle, c'est-à-dire des alvéoles vers les capillaires. Le sang qui ramène du CO2 à ce niveau, au niveau de l'artère pulmonaire, le sang il est riche en CO2, donc la PCO2 est très importante, alors qu'au niveau des alvéoles, elle est faible. Et dans ce cas, le CO2 va se déplacer dans le sens inverse, il va passer au niveau des alvéoles, ensuite il va passer vers l'extérieur. Concernant les autres solutés, l'eau, les ions, le glucose, les acides aminés, etc., là, on va parler d'autre chose. Vous avez toutes les cellules et tous les organes de l'organisme sont irrigués. Il y a une vascularisation parce que le sang, c'est lui qui ramène tout ce qui est nutriments et tout ce qui est oxygène vers les cellules. Et ces nutriments et l'oxygène vont passer vers les cellules. Les cellules vont métaboliser ces nutriments et elles vont produire des déchets qui vont retourner au niveau capillaire. Alors, quelles sont les forces qui sont responsables de ce mouvement? Nous avons au niveau des capillaires, au niveau du réseau vasculaire, nous avons du sang. Le sang, c'est un liquide. Et un liquide, quand il se trouve dans une enceinte, il va exercer une pression qu'on appelle la pression hydrostatique sur la paroi de cette enceinte. Ici, nous avons du liquide et ce liquide, il va exercer une pression qu'on appelle la pression hydrostatique capillaire. Donc, la pression hydrostatique capillaire, on l'a déjà mesurée, elle est de l'ordre de 40 mm de mercure. Dans l'espace interstitiel, il y a du liquide. Ce liquide aussi, il va exercer une pression hydrostatique sur la paroi ici, et on va avoir une autre pression qui va dans le sens inverse et qu'on appelle la pression hydrostatique interstitielle. Elle est de l'ordre de 25 mm, elle est de l'ordre de 5 mm de mercure. 5 mm de mercure. Ici, au niveau du sang et au niveau des capillaires, nous avons des grosses molécules qui ne peuvent pas passer car ici, la paroi des capillaires, elle est fenestrée, elle a des petits pores qui laissent passer que l'eau et les faibles solutés, mais pas les grosses protéines. Ces protéines qui se trouvent dans le sang vont exercer une autre pression. Cette fois, elle est négative, elle va absorber l'eau et elle va être dirigée dans ce sens. Ça, c'est la pression oncotique exercée par les protéines. Elle est de l'ordre de 25 mm de mercure. On va prendre arbitrairement, c'est la pression hydrostatique. Ici, c'est un sens positif, donc celle-là, c'est plus 40, alors que celle-là, c'est moins 5 mm et moins 25 mm, puisqu'elle va dans l'autre sens. Arbitrairement, nous avons pris cette direction. Voilà. Si on fait la résultante
la résultante de ces forces, on va avoir une moyenne qui est égale à plus 10 mm de mercure, c'est-à-dire une force dirigée vers le liquide interstitiel, c'est-à-dire une force qui est dirigée vers le liquide interstitiel. Cette force va entraîner de l'eau et des solutés de faible poids moléculaire qui vont passer, mais pas les grosses molécules comme les protéines. On va passer de l'autre côté, du côté veineux. Du côté veineux, nous avons cette pression hydrostatique qui dépendait de la quantité d'eau. Il y a une certaine quantité d'eau qui est passée au niveau interstitiel. La pression hydrostatique à ce niveau, elle va chuter. La pression hydrostatique capillaire, elle va chuter. Elle va atteindre la valeur de 20 mm de mercure. 20 mm de mercure. Pour ce qui est les protéines, que ce soit du côté veineux ou du côté artériel ou du côté veineux, c'est toujours les mêmes. Donc il ne va pas y avoir de changement de la pression oncotique. De même, pour la pression hydrostatique interstitielle, cette pression aussi, elle ne change pas. Pourquoi? Parce que l'eau qui est passée au niveau interstitiel, il est consommé par les cellules. Ce qui fait, on va avoir la chose suivante, c'est que la pression interstitielle, hydrostatique interstitielle ne change pas. La pression oncotique ne change pas. Par contre, la pression hydrostatique, elle a fortement diminué. Et comme ça, si on fait le bilan de ces forces, donc là nous avons pour la pression oncotique 25, pression oncotique est égale à 25 mm de mercure, et la pression hydrostatique capillaire, est égale à 5 mm. Si on fait la somme de cela, on va avoir moins 10 mm de mercure. Donc ce qui fait, on va avoir une force qui va entraîner le liquide et les solutés vers les capillaires. Et là, on va avoir une force, une résultante qui ramène le sang ici, c'est la force de filtration. Et là, c'est la force de réabsorption qui permet la réabsorption. Voilà, c'est tout. On va voir ici, sur ce graphique, l'évolution de ces pressions. Vous regardez bien que la pression hydrostatique capillaire qui chute de 35 à 15 mm de mercure. Par contre, la pression oncotique, qui est due aux protéines, va rester constante. La pression hydrostatique interstitielle va rester constante. Concernant l'échange des autres substances, au niveau cellulaire, c'est toujours les mêmes conditions, c'est-à-dire le déplacement de CO2 et de l'oxygène, que ce soit vers l'intérieur de la cellule ou de l'intérieur de la cellule vers l'extérieur, dépend du gradient de pression partielle. Pour les autres solutés, l'eau se déplace selon le gradient osmotique. Les autres solutés comme le sodium, le glucose, etc., ils dépendent de certains modes de diffusion, comme la diffusion simple selon le gradient de concentration, la diffusion facilitée quand on a un transporteur, le transport actif, et aussi la phagocytose quand il s'agit des substances qui ont un poids moléculaire élevé. Voilà en résumé ce qui se passe. Nous avons une entrée d'oxygène, des nutriments, des éléments, des composés, et une sortie des déchets de CO2, etc. Mais l'organisme doit rester dans sa composition, il doit rester constant. Donc la stabilité, c'est une condition de vie. Selon Claude Bernard, c'est une condition de vie très importante.
C'est pourquoi il y a des systèmes régulateurs qui permettent le maintien de cette stabilité. Alors, trois systèmes qui interviennent dans le maintien de cette stabilité, qui permettent la régulation de ce système, du milieu intérieur ou de l'organisme d'une façon générale. Il y a le système nerveux qui a une action rapide. Il y a le système endocrinien qui a une action un peu plus lente. Il y a le système immunitaire. Le système immunitaire, il a un rôle pour la protection, c'est-à-dire défend l'organisme de toute agression et tout corps étranger. Le système nerveux. Le système nerveux, il est formé par un encéphale, une moelle épinière et tout un système de réseaux de fibres nerveuses qui vont innerver les différentes cellules et les différents organes. Mais cette complexité, on peut la simplifier par la séparation de ce système nerveux en deux parties, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique, il est médié par l'adrénaline. C'est une substance vasoactive qui a un rôle vasoconstricteur très important. Et le système parasympathique, il est médié par l'acétylcholine qui a un effet inverse, qui est un vasodilatateur. Ces deux substances ou ces deux systèmes agissent, donc ils permettent la régulation du débit de perfusion des différents organes par l'action de cette vasoactivité, soit en augmentant ou en diminuant le diamètre des vaisseaux qui vont irriguer les différents organes. Le système endocrinien, il y a 8 glandes endocrines, il y a 6 organes endocriniens. On va les faire passer un par un. Tout d'abord, l'hypophyse ou la neurohypophyse. La neurohypophyse libère l'ADH, qui est une hormone qui permet la régulation de l'eau. L'ocytocine, c'est une hormone qui agit sur les muscles lisses au niveau de l'utérus et au niveau des glandes mammaires. La posthypophyse ou l'hypophyse postérieure, là, il agit par l'action d'une série d'hormones très importantes comme le growth hormone, etc., l'ocytocine, la prolactine, etc. Il va agir sur différents organes comme c'est indiqué ici. La glande surrénale, elle synthétise un glucocorticoïde qui est le cortisol et un minéralocorticoïde qui est l'aldostérone, qui intervient dans la régulation du sodium, et de l'adrénaline et la noradrénaline. L'ovaire, il est responsable de la synthèse des œstrogènes et des progestérones qui interviennent dans le cycle de la femme. La testostérone, qui est sécrétée par les testicules, c'est une hormone mâle. La glande thyroïde, qui synthétise un certain nombre d'hormones T1, T2, T3 et T4. La parathyroïde, qui synthétise la parathormone, qui joue un rôle très important dans la régulation du calcium et du phosphate. Et enfin, le thymus, les thymus qui jouent un rôle dans la synthèse de certaines hormones qui interviennent dans l'immunité, comme la thymopoïétine et la thymosine. Les 6 organes endocriniens, nous avons le pancréas qui synthétise l'insuline et le glucagon, l'estomac qui donne la gastrine, l'intestin qui synthétise la sécrétine, le foie qui donne la bile, les reins qui donnent la rénine et le cœur qui donne le facteur natriurétique. Et enfin, le dernier système, c'est le système immunitaire. Ce système immunitaire qui a pour effecteur des cellules du sang, des leucocytes, qui est là pour nettoyer l'organisme, si vous voulez, pour empêcher toute molécule externe à l'organisme. C'est le soi et le non-soi. Donc ce système immunitaire, il permet la protection de l'organisme contre toute agression chimique qui nous vienne de l'extérieur. Et ça sera tout. Merci.
Je crois هذه التلالة البون مزيان